Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour une petite table ronde sur les objets 3D. Vous vous demandez sûrement ce que c'est et nous allons justement vous l'expliquer, vous êtes bien tombés. Je suis donc avec Waza Marubachi, Bonjour tout le monde. Loïc et Bonjour. Jean-Marc. Messieurs, enchantés. Hello. Du coup, je propose d'abord que vous vous présentiez. Et ensuite, on va définir ce dont on va parler aujourd'hui, donc les objets 3D. Donc, dans l'ordre, je vous propose, enfin là sur mon écran, c'est pas le même ordre que vous voyez sur Discord. Donc, ce sera Waza Marubashi en premier, Loïc ensuite et Jean-Marc à la fin. Donc, Waza, qui es-tu? Eh bien, je suis un homme et voilà, j'ai 39 ans, j'ai fait 27 ans de jeu de rôle derrière moi. Voilà, et beaucoup en tant que joueur, bien sûr, et petit à petit, je suis rentré dans la phase de maître du jeu. Et en fait, cette vidéo me plaît bien parce que du coup, on verra plus tard, mais les accessoires ont pour moi facilité énormément de choses dans ma pratique. Alors, je précise quelque chose, jeu de rôle, c'est un mot qui parfois a plusieurs sens. On parle bien de jeu de rôle sur table, etc. et d'accessoires de jeu. Vous allez le voir très bientôt. Du coup, Loïc, qui es-tu? Pourquoi voulais-tu parler des accessoires 3D? Moi, voilà, j'ai 21 ans, j'ai commencé le jeu de rôle il y a une dizaine d'années. Et ouais, je trouve que les accessoires aident énormément à l'immersion dans les parties. C'est le côté que je recherche le plus, généralement quand je joue, donc c'est tout bénef. Ça roule. Et Jean-Marc, enfin. Alors moi, c'est Jean-Marc, j'ai 53 ans, donc je dois être le doyen de cette table ronde facilement. Moi, j'ai commencé les jeux de rôle au lycée, donc ça fait pas longtemps. Hein. Et j'aime bien utiliser des objets 3D, même si j'en utilise assez peu finalement, parce que plus par fainéantise que autre chose, mais j'aime bien en préparer. Alors un peu de tout, hein, que ce soit des costumes, des accessoires, des figurines, des dés, un peu de tout. Ok, ça marche. Du coup, on va essayer de définir, enfin, même si dans vos présentations, on commence à comprendre de quoi on va parler, mais on va essayer de définir un peu le terme objet 3D pour voir ses limites finalement, jusqu'où on va aller dans cette conversation, dans cette table ronde. Du coup, Waza Marubachi, expert objet 3D, va ici vous donner la définition. Alors, je suis pas expert en objets 3D, mais disons que voilà, je n'imagine pas un jeu de rôle sans penser aux accessoires en même temps, en fait. Donc, c'est devenu quelque chose de très complémentaire pour moi. On parle de 3D, donc d'accessoires. Donc, c'est quelque chose que vous allez amener à votre table et qui va apporter une petite plus-value, alors soit dans l'ambiance du jeu, soit directement sur la table avec les joueurs. Donc là, on va parler d'accessoires qui vont amener la partie à un autre niveau, puisque les joueurs vont manipuler des choses sur la table, en metagaming des fois. Et c'est tout ce qui va favoriser en fait l'immersion du scénario, du joueur autour de la table. Donc tout ce qui va accompagner le narratif d'un jeu de rôle. C'est comme ça que je le conçois en tout cas. Et donc du coup, on est d'accord que ça peut aussi être la musique, etc. Oui, la musique en fait partie. Alors moi, j'ai classifié 3 types d'accessoires. De mon point de vue, il y a la première catégorie, c'est tout ce qui va être posé sur la table avant le jeu ou pendant le jeu et qui va favoriser l'ambiance. Par exemple, on va jouer à L5R, on va poser un katana au milieu de la table, ça donne le thème de la partie. On va mettre un faux crâne de loup en résine avec une peau de bête si on fait du Warhammer, ou mettre des écrans avec des images qui tournent si on fait du cyberpunk. Et bien sûr, la musique en fait partie. La deuxième catégorie que je vois, c'est tout ce qui va être apporté dans le jeu, donc les puzzle games, battle map, même la cuisine des fois. Si on fait des cuisines à thème, ça peut faire partie des accessoires d'une partie, c'est très rigolo. Et la troisième catégorie, qui est un peu plus confidentielle, c'est tout ce qui est accessoire entre les parties, pour continuer à faire jouer les joueurs en fait entre 2 sessions. Enfin, est-ce qu'on peut dire tout simplement, je sais pas, c'est une question, hein, que c'est en fait faire appel au sens autre que finalement, je sais pas, l'ouïe, enfin même pas. Enfin, je veux dire, c'est faire appel à autre chose que l'imagination, quoi. C'est juste essayer de mettre du concret, parce que ça pourrait aussi être des odeurs, je sais pas. Genre, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, c'est oui. surtout que ça facilite l'imagination en fait. Hein. Ouais, ça la fait, remplace presque, pour le coup, non? Ouais, d'une certaine façon, oui, c'est sûr. Donc il faut bien choisir. Mais bon, on va y revenir après. C'est un bon complément en fait. Ok, ça marche. Ouais, donc du c'est coup, un appui-feu. Je prends par exemple une description de tout ce qui est dessin, etc.
quand vous décrivez une scène à un groupe de joueurs, elle sera jamais la même dans la tête de chaque joueur en final. Et si vous arrivez avec votre dessin que vous le montrez ensuite, après votre description, ça peut avoir... Enfin, les joueurs peuvent s'être imaginé des choses complètement différentes l'un à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Mais on va y revenir. Avant qu'on avance dans le sujet, je propose de faire un petit tour de table, genre de votre objet 3D favori, ou du moins de ce qui est pour vous le plus important dans les objets 3D. Et on va fonctionner dans l'autre sens, donc je propose que Jean-Marc, tu nous dises, toi, ce que tu favorises. Ce que je favorise, je crois pas que j'ai d'objets 3D favoris parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent. Je crois surtout que c'est plutôt la manière dont on l'amène et le fait que ce soit ponctuel. Par exemple, un objet, là on parlait des odeurs, je vais privilégier une odeur à un moment donné dans le scénario, par exemple, si c'est quelque chose qui doit avoir un impact, plutôt que de se dire tiens, je vais mettre un parfum pendant 4 heures, voilà. Ou pareil avec la musique, il y a des gens qui aiment bien mettre de la musique pendant toute la partie. Moi, ça va être quelque chose de ponctuel. Donc, c'est ça que j'aime bien dans un objet 3D, c'est quelque chose qui arrive et qui surprend, auquel on ne s'attend pas. C'est une sorte de pattern interrupt. Le truc genre, la partie se déroule normalement et d'un seul coup, bah, ça met un petit truc de fantaisie, quoi. Ça surprend peut-être. Voilà, il y a la musique qui part, ou il y a par exemple l'idée de l'odeur, oui, ça peut être pas mal. Après, il faut peut-être trouver s'ils arrivent sur un charnier, je ne sais pas si on peut trouver ça. Odeur de cadavre en bouteille. Il faut rester dans la légalité voilà, quand même. Ok. Loïc, toi? Moi, j'ai parlé de ça sans faire de placement produit, donc mon enceinte pour la musique. J'ai aussi un gros intérêt pour le cinéma, donc depuis très longtemps, et j'ai un petit peu fait le parallèle entre jeu de rôle et cinéma. Et dans le cinéma, on peut pas se passer de musique, c'est impossible, ça crée l'émotion, ça permet d'apporter énormément aux spectateurs. Et donc j'ai voulu essayer de retrouver ce côté-là dans le jeu de rôle. Donc la musique, je m'en sers alors tout au long de la partie pour créer des ambiances, par exemple, ça va être avec l'utilisation de playlists ou soit de bruits, d'effets sonores qu'on peut en trouver plein sur YouTube, il y a des chaînes spécialisées là-dedans. Et aussi, comme disait Jean-Marc, avec un côté un peu plus ponctuel, par exemple, où on va avoir une scène très importante et on veut vraiment amener quelque chose de spécial en plus dans cette scène, créer une émotion vraiment particulière. Et donc là, moi, je vais essayer de faire un choix donc, dans toutes les musiques que je connais pour qu'est-ce qui irait le mieux dans cette scène, qu'est-ce qui aurait le meilleur effet en fait. Et donc, j'ai essayé de me spécialiser là-dedans. J'ai pas mal de musique maintenant et c'est quelque chose que je continue de faire et que j'encourage vraiment tous les gens avec qui je joue à faire parce que une fois qu'on a adopté la musique, c'est très difficile de s'en passer, je trouve. Et Waza, toi, c'est quoi tes trucs et astuces fétiches finalement? En fait, moi, je rejoins complètement Loïc et Jean-Marc déjà. C'est exactement ce que je recherche aussi dans les accessoires. Et alors moi, en tant qu'MJ, j'aime bien le RP. Donc, par exemple, le cure-dent. C'est typiquement un accessoire que j'utilisais autour de la table pour mettre le focus sur un PNJ en fait que les joueurs vont rencontrer et instaurer une espèce de commedia dell'arte en fait. Et l'accessoire, il est, je pense, indispensable pour ça. Si on veut jouer le rôle à fond, ça permet de marquer les joueurs en fait sur l'attitude du PNJ et ça aide le MJ aussi à rentrer un petit peu dans la peau de son PNJ. Alors, je parle de cure-dent, hein, mais ça peut être aussi un bonnet, ça peut être une veste, ça peut être énormément de choses. Et les deuxièmes accessoires que je privilégie le plus, ce sont des accessoires que je vais donner à mes joueurs, parce que j'aime bien aider mes joueurs, surtout quand on fait des campagnes assez longues. J'aime bien leur donner, par exemple, en accessoire, les PNJ principaux qu'ils vont rencontrer, parce qu'au-delà de la description, lorsqu'ils vont le coller dans leur cahier d'aventure, ils vont pouvoir relire leurs notes d'une façon très vite et automatique, et tout de suite remettre en place qui est qui. J'aime ce côté visuel de l'accessoire pour accompagner les joueurs. C'est vrai que moi aussi, dans une campagne où très vite, il y avait beaucoup de personnages qui arrivaient dès le début de la campagne, de PNJ, qui s'introduisaient pas au fur et à mesure. C'était vraiment, il y a un événement, il y a tous les nobles du royaume qui se pointent, tu vois, à un tournoi, bref. Bah, du coup, je m'étais dit, ok, si je commence à faire l'énumération, c'est terminé, ils vont rien comprendre. Et les images, ça aide. Et d'ailleurs, je trouve que c'est marrant ton histoire d'accessoires avec le cure-dent et tout, parce que je pense que ça peut peut-être aider ceux qui ont du mal à faire des voix, par exemple. Je sais pas. Ouais. Parce que, enfin, peut-être que tu vas me démentir, mais t'as quand même une grosse voix, tu vois. Donc j'imagine que le panel de voix que tu peux faire, genre,
En général, ça va plutôt être des Conan le barbare que la fée clochette, quoi. Et donc les accessoires, ça peut Ouais, aider. ouais, les accessoires, ça aide. Après, juste pour en revenir à la voix, genre un petit conseil. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, par exemple, j'ai une voix grave, je suis un peu limité sur le nombre de personnages que je peux faire. N'hésite pas aussi à jouer vraiment sur le lexique du personnage, sur la vitesse à laquelle il va parler, sur la puissance de sa voix, etc. Ça peut être. Il y a plein de façons de moduler sa voix et qui permettent de créer vraiment un nombre de personnages extrêmement variés en fait. Alors c'est quelque chose que j'ai pas utilisé en jeu de rôle, mais c'est les programmes qui servent à modifier la voix par ordinateur. Ah, ça, j'ai Moi, jamais fait non plus, ouais. j'avais essayé Ça dans sera les intéressant. MMO parce que ça c'était facile à utiliser. Pendant qu'on joue, on peut changer la voix. J'ai une anecdote là d'un justement un ami maître de jeu qui nous jouait un PNJ qui devait être une jeune femme. Et bon, bah, avec sa petite voix, on a cru que c'était une grand-mère qui nous parlait. Et comme il nous l'a pas décrit suffisamment, tous les joueurs autour de la table étaient persuadés que c'était une petite vieille qui nous parlait. Et après, il nous a montré une image. On était tous ah, d'accord. On n'avait pas du tout vu ça. Je crois que c'est sur Let's Roll, il y a un truc comme ça intégré où tu peux modifier ta voix, mais bon. Ça va, c'est rigolo, mais moi je m'en sers pas parce que je trouve que ça manque de crédibilité. En général, c'est quand même compliqué à faire, ça demande du travail. À faire comme ça, c'est pas facile. Par contre, pour faire des enregistrements, c'est pas mal. Genre, Exactement. je sais pas, t'as un message radio, vite, rendez-vous à l'aéroport, l'avion va décoller, etc. On n'attendra pas les derniers. Tu mets un petit effet genre... Et puis c'est bon, quoi. Tu vois, ça fait un truc. Surtout si en plus, tu mets un peu cette synesthésie. D'ailleurs, on pourrait peut-être parler de synesthésie, mais genre sur le fait que ce soit le joueur vraiment qui allume la radio et qui écoute, plutôt que juste toi qui diffuse un son, tu vois, tu peux amener quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais, tout à fait. Dans la manipulation des objets 3D, en fait. Oui, c'est une idée que j'ai eue, que je voulais pas, que je n'ai pas fait finalement. C'était quand il y avait les joueurs entendaient des voix dans leur tête, c'était de préenregistrer des petits messages et de leur envoyer sur leur téléphone et de leur dire, bah tiens, écoute le message à tel instant. Et comme ça, ils se mettent un casque ou ils écoutent. Il y a qu'eux qui peuvent l'entendre. C'est intéressant comme concept par contre, parce que ça veut dire qu'il faut que tu arrives à prévoir un petit peu dans ta trame les voix qu'ils Bah, vont c'était entendre. prévu dans le scénario. Mais Il y avait une histoire d'un fantôme qui était dans un tableau et ah à un bah moment, oui, les oui. joueurs trouvaient le tableau et ce tableau devait parler à un des personnages, un des joueurs. Intéressant. Tiens, j'ai une idée de petit tour de table, ça me fait soulever une question. Est-ce que les objets 3D, ça vous mène pas à plus scénariser ce que vous faites? C'est-à-dire, enfin, moi souvent j'ai l'impression, dès que je travaille sur un artifice, genre par exemple que j'ai fait une carte, que j'ai fait un truc et tout, derrière j'ai un peu envie que mes joueurs ils le voient, quoi. Donc forcément, Ouais. ça peut faire tendre vers un truc un peu plus guidé, ce qui est pas mal en soi, hein. Il y a plusieurs façons de faire du jeu de rôle et on peut très bien faire des trucs super scénarisés. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, mais est-ce que ça incite pas un peu à faire ça? Parce que si tu veux vraiment faire un truc bac à sable et continuer à être au top sur les objets 3D, t'as intérêt à avoir un hangar, plusieurs pièces, je sais pas, ça devient complexe, quoi. Alors, en fait, effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, il m'arrive de construire des scénarios parce que j'ai vu un objet, ou parce que j'ai vu quelque chose qui me plaisait à réaliser, en fait, ou à imprimer. Et naturellement, c'est vrai, je vais avoir tendance à amener mes joueurs vers cet objet-là, et je serais vachement déçu s'ils ne le trouvaient pas. Alors, au début, je faisais tout pour les pousser dedans. Et maintenant que le recul, je me dis en fait que finalement, les objets que je vais produire, tous ces accessoires-là, s'ils ne sortent pas en partie, ce sera pour une autre partie, en fait, au final. Mais après, il y a aussi des objets 3D, enfin des accessoires. Par exemple, on va faire une campagne où il faut trouver 3 clés. Voilà, si j'ai les 3 clés sur la table, je sais que nécessairement, ils vont y mettre la main dessus à un moment ou à un autre. Par contre, si on parle d'un indice, d'un petit morceau de parchemin que j'ai caché dans un tissu, qui va être sur la table, s'ils trouvent pas le parchemin, je vais être un peu déçu, mais je vais pas forcément les pousser à aller le chercher plus loin. S'ils ont mal débraillé la chemise, s'ils ont pas regardé dans les ourlets, ce sera leur problème, ce sera plus le mien. Et peut-être qu'à la fin, je leur dirai et je leur ferai pas voir le parchemin juste pour leur foutre les boules un petit peu. Ok. Loïc. Ça me fait penser à une anecdote, ouais, je pense que ça contribue pas mal à manière plus scénariser, plus centrer les joueurs vers certains objectifs, vers certains points, quoi. Il m'est déjà arrivé, moi, dans mes parties, par exemple, où j'avais préparé vraiment un moment en particulier avec la musique, la voix, tout ça. Et mes joueurs, genre, je leur raconte, c'était sur une place avec un grand attroupement, et mes joueurs disent, ah ben non, on n'y va pas. Genre, je suis en mode, ah si les gars, quand même, vous y allez.
Donc au final, voilà, des fois, je me suis retrouvé dans certaines parties à pousser un peu les joueurs dans la direction qui m'intéressait parce que j'avais fait du boulot derrière, quoi. Mais bon, ils ont pas été déçus, donc je pense que c'est pas mal pour autant, mais voilà. C'est sûr que oui, ça contribue à orienter les joueurs généralement vers des points plus précis. Jean-Marc. Oui, alors moi, pour le temps de préparation, ce que je pensais, c'est qu'il y avait deux approches différentes. La première, ça peut être on a une idée de scénario ou d'un objet dans un scénario, par exemple, et on se dit, bon, bah là, ils vont trouver une couronne, il faut que je crée une couronne, alors on va la bricoler, on va la fabriquer, ou on va essayer d'en trouver une, on va prendre du temps pour arriver, converger vers cet objet. Ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est ce que j'ai du mal à faire. Sinon, il y a aussi l'approche inverse, c'est de partir d'un objet et de là, créer le scénario autour. Parce qu'on croit justement quelque part, on trouve dans un grenier une vieille couronne et on se dit: «Bah, je vais partir de ça parce que j'ai déjà l'objet et je vais créer tout un scénario autour ou une histoire ou une trame» et je trouve que c'est plus simple de faire comme ça parce qu'on a déjà l'objet. Puis c'est pas mal, ça aide les brocanteurs à vendre leur truc. Voilà. Est-ce que vous trouvez... Alors, donc maintenant, on avance dans notre trame parce qu'on a encore bien d'autres occasions de diverger. Selon vous, à quoi ça sert particulièrement les objets 3D? Quelle est leur utilité et quelle en est la limite? Enfin, comment dire? À partir de quel moment c'est accessoire et qu'est-ce qui pour vous est essentiel? À quoi ça sert? Dites-moi tout. Waza Marubachi. Oh, putain, il va falloir qu'on commence par moi. Ok, eh ben, en fait, encore une fois, l'objet 3D, c'est ce qui va sortir les joueurs de leur zone de confort. Ça veut dire, au lieu de faire des jets de dés de perception sur un objet quelconque, où on va attendre un résultat au final, eh bien, le fait de lui apporter l'accessoire, ça va forcer le joueur, en fait, à réfléchir d'une façon un peu métagaming et finalement de manipuler quelque chose, peut-être de déchiffrer, résoudre une énigme pour pouvoir après avancer dans l'aventure. Du coup, ce serait un peu faire appel au player skill plutôt qu'au Exactement. character skill. Exactement. Ce qui pose d'ailleurs une limite fondamentale. Si je peux faire une petite aparté, j'ai un joueur par exemple qui est voleur. Bon, on lui a pris un kit de serrurerie avec des cadenas qui peut vraiment déloquer sur la table. Donc ça, c'est l'accessoire un peu poussé. Eh bien, lorsque le cadenas arrive sur la table, il n'y a que ce joueur-là en fait, typiquement avec son trousseau qui va pouvoir ouvrir ce cadenas, ce qui peut mettre un petit peu en dehors les autres joueurs en réalité. Donc, il faut bien se poser la question, est-ce qu'un accessoire est fait pour tous ou bien est-ce qu'on fait des accessoires réservés à une personne sur la table et si cette personne n'est pas capable de le résoudre, est-ce qu'on autorise les autres à y participer aussi? Ou bien est-ce que dès le départ, le MJ décide que tout le monde peut se jeter dessus joyeusement? Alors dans ce cas-là, comment tu fais pour occuper les autres pendant que le voleur s'en occupe? Par exemple, tu lances un combat et le voleur, tant qu'il n'a pas terminé de déverrouiller le truc, et ben le combat il continue, il y a des monstres qui viennent à l'infini. Comme ça, les autres ils sont en train de se faire défoncer, ils font dépêche-toi. Non, alors là, typiquement, pour pas ralentir le jeu, en réalité, quand je sors ce cadenas avec les outils de serrurerie, c'est un coffre qu'ils vont trouver et qu'ils vont pouvoir emmener avec eux. Ce qui fait que quand les autres joueurs sont sur le marché ou discutent entre eux, bah, j'ai toujours le voleur dans son coin qui écoute d'une oreille, mais qui en fait il s'excite sur son cadenas en fait. Et s'il n'y arrive pas, bah, il reprend son coffre et il monte à cheval, il va continuer l'aventure avec les autres. Dès qu'il monte le camp le soir, il va dire bah, moi je retourne sur mon coffre. Voilà. Et il continue en temps réel, plus ou moins, à essayer d'ouvrir le cadenas. Sur ça lui prend combien de temps? Alors moi, je règle la difficulté du cadenas en fonction du temps. C'est-à-dire que si je déclare au joueur que c'est un cadenas très complexe, assez velu, je vais lui dire bah, en fait, tu vas avoir en tout 20 minutes pour essayer de l'ouvrir. S'il tombe sur un cadenas qui est facile, alors dans ce cas-là, ça va être 5 minutes. Et comment je dose la difficulté par rapport à l'accessoire? Ben, on peut trouver sur Internet des cadenas transparents où on voit les gouges. Donc en fait, le joueur, il fait ce qu'il fait en transparence. Donc ça va être du cadenas facile. Après, vous allez dans un magasin de bricolage, vous prenez un bon vieux cadenas des familles en acier brillant. Là, vous savez que le joueur, il va vous détester en fait. Il va vous détester. Et voilà. Et si à la fin, vraiment, ça se passe mal, ben, on peut essayer de résoudre ça aussi sur un jet de dés, en sachant qu'une des limites de cet accessoire, c'est que si jamais le joueur casse les outils dans le cadenas, ce qui peut arriver, et ben là, on est mal. Parce que comment on ouvre le coffre maintenant? En vrai.
Ça commence à faire du budget après. Ouais, Bon, il va falloir C'est que là tu que ailles. Bernard sort sa hache. ouais, bah voilà, très bon accessoire. Mais bon, il faut que le joueur vienne avec sa hache, par contre. Ok, Loïc, à ton tour. Dis-nous tout. Donc moi, comme je disais, c'est vraiment le côté, on va dire l'expérience à vivre qui m'intéresse. Donc quand je vais amener des accessoires à la table, ils vont aller dans ce sens-là. Donc encore une fois, la musique aussi, il y a quelque chose dont j'avais pas parlé, c'est tout ce qui est son. Il y a pas mal de logiciels. Alors au début, on avait commencé avec une soundboard avec un pote, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien d'amener une soundboard à table et qu'il y avait des logiciels, notamment Soundpad, qui permettent de le faire directement sur son clavier. Donc ça peut être très intéressant si vous arrivez à récupérer des sons sur internet, vous les mettez sur vos touches, et notamment quand vous lancez un combat, quand ils se perdent dans une grotte, etc., vous pouvez lancer des sons comme ça. Aussi, vraiment un accessoire que j'utilise tout le temps maintenant, enfin quand je peux, c'est les battle maps, on va dire. Pour moi, c'est super important parce que ça permet de donner un peu plus de sens à un combat, surtout quand il y a des combats en fait. Généralement, je trouve que sans battle map, le combat va rapidement se résoudre à je tape, tu tapes, il tape, et comme ça en fait pendant un long moment, tandis qu'à partir du moment où tu amènes la battle map en jeu, ça amène un côté plus stratégique, les joueurs vont devoir réfléchir à leurs actions, et ils vont pouvoir aussi créer à partir de l'environnement qu'ils ont, parce que ils disent ok, donc j'ai cet environnement, je sais ce que je peux faire dessus, donc comment je vais pouvoir agir au mieux dans cet environnement pour vaincre mon ennemi. Donc c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Et les accessoires par rapport aux joueurs, donc ça c'est quelque chose que je fais moins parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, mais le fait d'amener des accessoires, etc. à la table, ça va demander beaucoup plus de préparation. Pour moi, c'est quelque chose qui est secondaire, hein, parce que c'est des accessoires, justement, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Donc c'est plus compliqué d'amener des accessoires qui vont ne servir qu'à un joueur, mais je peux parfois le faire, notamment quand il faut rédiger des documents, ce genre de choses, des messages que je vais donner qu'à un seul joueur. Et est-ce que tu penses, enfin moi je pense qu'il y a quelques pièges dans lesquels on peut tomber dans ce truc-là. Ouais. Par exemple, pour pour la musique, ça va, mais Moi, pour la musique, il y a un piège que je déconseille, c'est vraiment essayer de réfléchir aux musiques avant de faire votre scénario. Il y a beaucoup de joueurs, enfin de MJ débutants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur YouTube et ils vont taper combat de playlist Donjons et Dragons, tu vois. Et c'est sympa, mais généralement tu vas avoir des musiques très génériques qui reviennent souvent, que les joueurs connaissent déjà, et qui sont pas forcément adaptées à la situation. Tandis que si tu fais l'effort de rechercher la bonne musique avant, ça peut vraiment apporter un plus à la scène que tu es en train de jouer. J'apporte pas vraiment une musique spécifique pour chaque moment de la partie, hein. J'utilise aussi des playlists, mais ça va être des moments plus calmes, par exemple, où les joueurs rentrent dans une ville et ils sont en train de la découvrir. Alors, je vais mettre une playlist globale, et ensuite quand je vais introduire un personnage ou se déroule un événement important, là par contre je vais aller chercher une musique en particulier. Ouais, bah le truc c'est que le risque quand tu fais vraiment que des musiques sur mesure, entre guillemets, que tu choisis toutes tes Ouais. musiques et tout, c'est que ça casse carrément l'immersion, surtout si les joueurs reconnaissent la musique à chaque fois. Parce que des fois, si tu prends des musiques qui sont pas assez des musiques d'ambiance, et que tu mets que des musiques de film et tout, potentiellement, ça peut un peu faire le truc de ah mais ça c'est ces trucs etc. On pourrait penser ça, mais au final, ça peut créer un bon effet. Des fois, moi, je me suis rappelé, genre, l'année dernière, c'était une partie. J'étais dans ma période où je regardais Hunter x Hunter, et donc j'avais amené plusieurs musiques d'Hunter x Hunter, et il y avait un autre joueur à la table qui connaissait très bien l'animé aussi, et quand il y avait une musique, il était content en fait, parce qu'il disait ah, je connais ça, et ouais, en effet, elle correspond bien à la scène, tu l'as bien choisi. En Ça fait, faisait un plus, en fait, ça dépend de l'effet recherché quoi. Et ça pareil, dépend de l'effet, mais ça me posait pas plus de problèmes que ça. tu parlais des sons d'ambiance, et du coup ça me fait penser à Sirenscape. Et moi, un Ouais. truc Ouais, aussi c'est où, très bien. où Très, je, très bien, je pense qu'il Sirenscape. faut faire un peu attention avec Sirenscape notamment, c'est à bien écouter à l'avance les sons qu'on va utiliser. Parce que des fois, on est un peu surpris, il y a des sons, ils sont vraiment pétés quoi. Enfin, il y a, Ah oui, il y a du bon, mais parfois il y a des trucs, on est un peu surpris et genre c'est limite ridicule. Genre, tu sais, t'as un bouton, c'est genre la foule est étonnée, et les gens ils font waouh. Genre, tu sais, tu fais Pour en revenir bon. à la soundboard, la première fois qu'on l'a utilisé, c'était une catastrophe parce que les sons qu'on avait récupérés sur internet, genre, c'est des sons gratuits en fait, c'est très mauvaise qualité. Et quand on a lancé ça dans la partie, c'était juste ridicule. Enfin, on l'a fait 2-3 fois, on s'est dit bon, c'est naze, on arrête, et on rebossera ça un petit peu mieux la prochaine fois, quoi. Alors moi, ce que je pouvais dire à propos des objets 3D, c'est que c'est partir de rien. C'est-à-dire que pour faire une partie jeu de rôle, on a besoin juste du maître de jeu, il a son scénario et il a des joueurs.
Après, c'est tout ce qu'on peut rajouter pour du confort et pour l'ambiance et pour, voilà. Ça peut être des trucs tout simples, hein, par exemple les dés. Si on a un dé seulement pour la table, posé au milieu, ou alors chacun a ses dés propres, des dés de couleur, des dés, il y a plein de dés qui existent sur internet, hein. Donc ça, c'est des petits objets 3D qui amènent, l'ambiance et le plaisir du jeu, en fait, mais pas forcément l'immersion dans la partie, mais uniquement le plaisir d'être là, d'être ensemble, de se dire: «Ah bah tiens, on fait une partie jeu de rôle, on a des dés ou on a des figurines, chacun a sa petite figurine». Donc ça, c'est un petit peu le côté, fétichiste du du jeu de rôle. Chacun a ses petits objets, ses petites manies. Ça peut être un écran, qu'on a fabriqué avec, tout plein de choses accrochées dessus. Ça peut être tout ça, c'est des choses qu'on peut rajouter et moi, ce que je vois, c'est que ça peut rajouter énormément de temps pour un maître de jeu en préparation. Si on a prévu son scénario et qu'on se dit: «Tiens, maintenant je vais faire toute ma playlist», on peut y passer des heures et des heures, rien que pour la playlist son. Après, on peut se dire: «Je vais rajouter des accessoires», c'est pareil, on peut passer des heures à trouver des petits accessoires. Après, ça peut être se costumer, ça peut être plein de choses. Donc je crois qu'il y a pas vraiment de limite à rajouter des objets 3D. Voilà, mais il faut bien se dire qu'on peut partir dans différentes directions, que ça peut rajouter, ça peut multiplier le temps de préparation par 10, par 100. C'est une chose intéressante. Il y a des maîtres de jeu qui dont c'est un aspect, qu'ils adorent, hein, de développer, de rajouter des choses, mais il faut bien se dire que ça prend énormément de temps. Clairement. Et d'ailleurs, moi, alors ça c'est mon opinion, mais des fois j'ai un peu de mal avec les... Enfin, ça m'est pas arrivé trop souvent, mais des MJ qui arrivent et t'as vraiment l'impression qu'ils ont envie de faire leur show, tu vois. Et que des fois tu peux perdre un petit peu le moment où la fiction c'est un partage. C'est-à-dire que ils arrivent, ils te balancent des trucs à la gueule, tu sais, ils veulent te montrer qu'ils sont le nouveau metteur en scène à la mode de cinéma, tu vois. Ah merde. Mon micro il arrête pas de tomber. Hop là. Et c'est vrai que pour moi, il faut trouver un équilibre, je trouve, entre cette simplicité. Moi, je suis plus de l'école. Je mets de la musique, mais c'est un truc de fond. Et de temps en temps, je mets une musique qui va frapper les joueurs. Et pareil, en termes d'accessoires, un truc plutôt sobre. Et de temps en temps, je sors un truc. Plutôt que... Parce que sinon, ça se transforme un peu en GN, hein, finalement. Ouais. Et pour moi, c'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire que, par exemple, les battle maps, moi, ça dépend des combats. Il n'y a pas des battle maps pour tous les combats. Parce que à partir du moment où il y a une battle map, il peut y avoir ce truc de... Il y a moins de choses qui vont émerger. La scène est figée. Enfin... On peut toujours dire, il peut toujours y avoir un joueur qui dit « Ah, et là, je trouve pas tel objet à cet endroit-là de la battle map. » Et tu fais « Bon, bah si. » Mais parfois, l'image, ça fige le truc. Et ça donne moins la possibilité aux joueurs d'apporter quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ok, je vois très bien, je suis d'accord. Alors, Oui, quand on veut balancer un tabouret à quelqu'un, il faut qu'il y ait un tabouret. S'il n'est pas dessiné sur la battle map, je prends un tabouret, je le lance. Bah non, il n'y a pas de tabouret sur la battle map, désolé. à l'inverse, c'est vrai qu'il y a peut-être un frein à l'imagination sur la battle map, mais tu vas aussi, enfin, il y a possibilité de pousser les joueurs à être plus stratégiques, sans forcément être dans la simulation. C'est-à-dire, laisser un petit temps aux joueurs pendant 4 minutes où le MJ va pas décrire la scène finalement, parce que la battle map est là. Et déjà le MJ lui, ça lui permet de se ressourcer, d'essayer de comprendre les idées et de dire simplement aux joueurs: «Voilà, vous avez 3 minutes pour me définir une stratégie. Si vous avez des questions sur la hauteur des murs», parce que souvent les battle maps sont pas tout le temps en relief, c'est souvent quelque chose de plat, donc là le MJ va apporter des éléments et voilà, on perd le bénéfice de l'imagination peut-être pour, une meilleure stratégie de groupe et parfois, ça avec les tokens justement, ça évite aussi les malentendus dans la description. Mais complètement. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas de dire il y a un mieux ou pas, mais c'est de bien choisir ses moments. Par exemple, Ouais. si je veux un combat tactique, une battle map c'est intéressant, mais parfois je veux pas un combat tactique, je veux peut-être un combat plus cinématographique, par exemple. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vais pas mettre des figurines et tout, parce que sinon ça va tout le temps. On va passer du mode je décris des trucs incroyables à je bouge des trucs sur des cases. Et du coup, c'est pas mal de s'adapter. Par exemple, un truc qui marche assez bien, je trouve, si on veut un combat où les joueurs sont assez conscients de leur environnement pour faire une tactique avec, mais sans non plus faire un jeu de plateau, donc être un peu dans cet entre-deux, c'est de faire un combat où en fait, il n'y a pas de battle map, mais il y a des mots-clés qui sont écrits. Juste.
Comme ça, les joueurs s'en souviennent. Parce que le risque, à l'inverse, dans les combats, je trouve, c'est que si tu décris, les gens, ils ont vite fait d'oublier ce qu'il y a en fait autour d'eux, etc. Alors que si, genre, tu dis, bah voilà, la pièce, c'est une pièce où il y a un balcon, je sais pas, un cierge, un lustre, une armoire et une tranchée, tu les écris, et du coup, ils savent toujours ce qu'il y a dans la pièce, sans pour autant savoir, sans pour autant savoir exactement où ça se trouve. Donc du coup, ils sont libres de dire eh ben moi je pense qu'à ce moment-là, je suis à côté de ce truc et je le prends et tout. Et on a quand même une cohérence parce qu'on a des points de repère qui sont toujours affichés, quoi. Je sais pas si vous avez déjà testé ça. Non, je le ferai, j'essaierai. Parce que... D'où l'intérêt du Velleda avec le feutre, c'est qu'on peut faire un truc très simple et puis mettre des choses en avant. Par exemple, si on a dit qu'il y avait des bras zéro dans une pièce, on peut les dessiner, et la pièce sera une grosse patate en fait, mais les bras zéro seront dessinés, on aura mis un rond, on aura marqué bras zéro dessus, comme ça les joueurs pourront se souvenir qu'il y a des bras zéro, et ça n'empêche pas de rajouter un tabouret pendant le combat si jamais ils ont envie de lancer un tabouret. Voilà, un petit coup des dessins en feutre, ce qui freine un peu sur une battle map, parce qu'on va pas gribouiller sur sa battle map, encore que ça doit être possible de rajouter des trucs assez facilement, mais... Après, la battle map, moi, ce qui me gêne un peu parfois, c'est ce côté enfermé. C'est-à-dire que, par exemple, le dimanche dernier, il nous a mis une battle map, c'était un bout de forêt avec une route au milieu. Et puis, voilà, puis il y avait des géants qui arrivaient. Moi, je me voyais bien sortir de la battle map et puis me barrer parce que les gens allaient me poursuivre dans la forêt. Mais bon, sa battle map, elle avait des bords. Finalement, on est resté dans la battle map, mais on aurait très bien pu partir en courant, poursuivi par les géants. Là, ça leur a sûrement gêné le maître de jeu parce qu'il n'avait pas de battle map à nous mettre à la suite. Voilà. Donc ça peut aussi freiner de se trouver enfermé dans un cadre. C'est ça, je pense. Il y a un autre bon moyen de faire des battle maps qui soient cool visuellement, qui apportent de la tactique, des repères pour qu'on t'écrive bien la même chose, etc. Mais en même temps qui laisse une certaine liberté, c'est de faire une battle map en zone, mais en zone où on se fiche de l'échelle. Mais par exemple, typiquement, tu prends juste des feuilles, des post-it, tu dis, ce post-it, c'est une forêt, tu vois, tu dessines une forêt, ce post-it, c'est la rivière, ce post-it, c'est le truc, et comme ça, tu peux quand même mettre tes figurines pour dire à peu près, moi, je suis là, moi, je suis là. Ensuite, l'échelle de ces trucs-là, etc., c'est un peu plus abstrait, quoi. Et ça marche bien aussi. Et j'ai une question, du coup. Pour vous, c'est quoi les accessoires vraiment cheap, faciles à faire, genre vraiment accessibles et qui sont cool et que vous invitez tout le monde à essayer de faire? Parce que parfois le truc de ramener le katana et tout, tu vois, on est déjà à un niveau au-dessus, quoi. C'est genre, je pense qu'il y a des trucs super simples à faire avec des trucs que tout le monde a. Est-ce que vous avez des idées de trucs comme ça? Je commence, j'en ai plusieurs. Ah, vas-y, Loïc. Bon, la battle map, on en parlait, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Soit on peut les dessiner, il y a plein de logiciels sur internet pour ça coûte vraiment pas cher, donc vous les achetez, vous les faites et vous imprimez, soit vous pouvez carrément les dessiner à la main, et c'est très facile à faire, hein. Même si vous n'êtes pas forcément un talent de fou en dessin, voilà, dessiner un petit chemin, des arbres, etc., c'est des motifs qui se répètent assez facilement, donc c'est à la portée de tout le monde. Et du coup, avec la battle map, ce qui va bien, je dirais, c'est tout ce qui est token, donc les jetons que vous allez placer dessus. Ça, pareil, c'est quelque chose. Donc moi, ce que je fais, c'est une planche en carton. Ensuite, je prends une feuille, donc j'imprime mes tokens, je les mets tous sur la même page, j'imprime la page et je la colle sur la planche et j'ai juste à découper. Ça donne quelque chose de très clean, très propre. Et ça prend quoi, 1 à 2 heures à faire, et c'est agréable, hein. Ça permet de mieux visualiser justement ce qui se passe sous nos yeux. Et aussi un objet que j'ai pas encore fait, mais je vois de plus en plus de gens le faire et que j'aimerais bien essayer aussi. C'est une sorte de carnet d'aventure, en fait, où vous prenez un cahier, donc et vous écrivez le déroulement des parties, le compte rendu de chaque partie, en collant des images, des photos, des comme ça, pour faciliter les joueurs, enfin pour faciliter tout ce qui est mémoire, etc. des joueurs. Et donc vous laissez un peu, vous le donnez à vos joueurs, vous en occupez vous-même, et au début de chaque partie, vous leur donnez, enfin, ils le relisent, et comme ça ils voient facilement ce qui s'est passé précédemment, en fait. Ouais, c'est 2 accessoires pour l'instant auxquels je pense. Peut-être j'en aurai d'autres plus tard, mais voilà, pour l'instant... Je trouve que c'est cool, ce truc-là. Ça, c'est un peu old school en plus. C'est le truc, tu sais, au lieu de donner une carte, de donner des trucs, tu dis à tes joueurs, vous prenez des notes, je vous rappellerai rien. Tu
Tu vois, tu fais un peu un mec. Par exemple, moi, dans la campagne que je fais actuellement. C'est un peu rude, je trouve, de rien rappeler parce que des fois, bon, les joueurs oublient en contrepartie, ils sont pris dedans, donc. D'un Non, mois sur l'autre, ça peut être difficile. non, mais Ah, bien mais sûr. c'était bien de les aider aussi, mais Bien c'est sûr. vrai que. Mais dans l'absolu, c'est plus Oui. pour leur montrer, voilà, faites le truc. Et en fait, ça les active un peu. C'est comme leur dire, c'est vous qui dessinez la carte au fur et à mesure, tu vois. Et comme ça met une sorte de petit level en plus au jeu et qui fait que tout le monde s'investit. De trouver un peu des rôles comme ça à chacun. Et par exemple, moi, je sais que dans la campagne que je fais actuellement, c'est ma copine, du coup, la joueuse. Et ben, en fait, son personnage, il a une mutation. C'est un truc post-apo. Il y a une mutation au cerveau qui fait qu'il oublie absolument rien. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, c'est toi qui vas noter le journal. Et genre, elle est là. Et comme ça fait vraiment. Ça fait la petite synesthésie. C'est marrant. Et les carnets, je trouve que c'est vraiment cool, en effet. Mais d'ailleurs. Le problème du carnet, par contre, c'est à la fin de la campagne qui le garde. Ah oui, toi, c'est un C'est pour carnet. ça que, Toi, c'est un carnet unique que c'est Si toi qui si tiens, vous c'est faites ça? des carnets, ouais, Ah ça ouais. dépend. Le problème, c'est. Il y a des gens qui aiment bien garder ce qu'ils ont fait au cours de toute une campagne pour s'en souvenir et. Bah, faut essayer de décider ça au début de la partie pour pas avoir de conflit sur ce truc-là. Oui, je crois que c'est surtout intéressant pour une campagne ou voilà, des scénarios qui vont s'enchaîner. Pour une partie qui va durer sur 1 ou 2 séances, je n'ai pas forcément Ouais. flagrant d'utiliser ça, mais c'est vrai que sur une campagne, c'est intéressant de pouvoir compulser ses notes, de revenir en arrière. Nous, on le fait pas mal, effectivement. Ça m'était sorti de la tête, mais chacun a son petit carnet. Enfin, c'est sur des feuilles volantes. Il y en a un, on en a un, il s'est acheté un joli petit cahier avec une couverture simili-cuir et tout. Lui, ça lui fait plaisir. Je crois qu'à l'intérieur, c'est même des feuilles parcheminées et il note tout. Et il fait des petits plans à chaque fois. Et ça lui permet de revenir en arrière et de nous sortir des noms de PNJ qu'on a oubliés. Et puis il nous rappelle le nom, il nous rappelle comment il est. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, en plus, il joue le magicien. Donc ça fait un petit peu voilà, l'érudit du groupe qui se souvient de détails. Donc ça, c'est intéressant de noter, ouais, les petits carnets d'aventure. Et puis ça fait des souvenirs après parce qu'on peut ranger les C'est ça. carnets. Et puis, C'est le livre dont vous êtes le héros, en fait. voilà. Et en accessoire facile aussi pour aider les joueurs, enfin en qualité d'MJ, si on veut produire de l'accessoire facile à faire pour aider ses joueurs. Alors, facile, s'il faut une imprimante, voilà, déjà c'est un peu la base. Mais pouvoir tirer les cartes, pouvoir tirer les PNJ, ou tout simplement, par exemple, sur votre écran de MJ, en fait, vous pouvez résumer des arcs. Enfin, on parlait d'intrigue politique tout à l'heure. Bon, bah, j'ai 4 panneaux où en fait, je vais résumer l'intégralité des PNJ que j'ai déjà fournis en fait pour leur cahier d'aventure. Alors, c'est très simple à faire. En réalité, c'est de l'impression. Par contre, il faut une imprimante. Il faut tomber dans les mines de la Moria de Pinterest, c'est-à-dire chercher une photo et voilà, on cherche un guerrier. Il ne faut pas s'arrêter à une illustration de pingouin qui mange du bambou, parce que c'est un peu le piège de Pinterest. Donc, il faut vraiment voilà, chercher ces accessoires faciles. Et en plus, en cherchant les accessoires, certes, on perd du temps, mais en même temps, ça nous inspire en tant que maître du jeu. Des fois, on cherche simplement un voleur, puis on va tomber sur une illustration d'un voleur, en fait, qui a des fioles sur lui. Alors, on se dit, putain, mais pourquoi il a des fioles? Il fait bien voleur, il a des fioles. Ah, mais ouais, mais il pourrait avoir ça dedans en plus. Donc, en fait, ça a double emploi, finalement, l'accessoire. Ça nous permet aussi, nous, de donner des idées et d'alimenter l'imagination des joueurs. Et on peut aussi demander aux joueurs, en accessoire facile, simplement d'eux-mêmes de trouver les PNJ. Ça m'est arrivé sur ma dernière campagne. Du coup, j'ai dû faire venir un PNJ, voilà, action XY. Finalement, ce PNJ a pris de l'importance. Je ne l'avais pas prévu. Donc, du coup, j'ai demandé à mes joueurs d'aller faire la recherche sur le PNJ. Je leur ai dit, voilà, vous devez me ramener une illustration la prochaine fois. Donc, les joueurs vont aller sur Pinterest ou ailleurs et me l'envoyer par mail. Donc, ça, c'est très accessible. C'est facile à faire. C'est plus intéressant pour le MJ parce que perdre du temps sur Pinterest, ça va très vite. Je crois qu'il faut avoir la démarche inverse quand on cherche un personnage sur Pinterest. C'est plutôt que d'avoir déjà le personnage tout fait et de trouver une image qui colle, c'est plutôt l'inverse. Aller sur Pinterest, regarder les images et se dire, bah, ce sera celui-là, et puis je vais créer après le personnage à partir de l'image. Là, on gagne vraiment beaucoup de temps. Oui. On est tous tombés là-dedans, je crois. L'accessoire, moi, que j'utilise pas mal, j'y pensais plus, mais
parce que c'est le truc que j'utilise tout le temps et que ça me revient, c'est très simple, c'est la pochette plastique. Tout simplement, moi j'en ai toujours dans mon sac plein de pochettes plastiques et dedans je peux mettre des feuilles blanches, alors que ce soit avec des hexagones, sans hexagones. Je peux y glisser un plan, je peux y glisser n'importe quoi. Et je pose ça sur la table et je peux gribouiller dessus avec mes feutres Velleda. Et je peux en rajouter, donc mes battle maps elles peuvent s'agrandir comme ça, comme je veux, parce que les pochettes plastiques, on peut en rajouter les unes à côté des autres. Donc la battle map, elle peut s'agrandir. On peut changer d'échelle quand on veut. Voilà, je refais un petit bout de dessin sur une pochette plastique. Donc ça, la pochette plastique, j'utilise beaucoup. C'est la battle map de MacGyver, quoi. Là. Ouais, c'est malin, c'est malin. Comment on appelle ça? Du DIY, do it yourself. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant, l'idée de, plutôt que de chercher, je trouve que c'est vraiment intéressant, plutôt que de chercher ex nihilo des idées pour faire des trucs cool, de partir d'images, si vous êtes quelqu'un de visuel, et ça, de cette image construire un truc. C'est comme la musique. Hein. Ouais, la musique, moi il m'est arrivé de construire des scénarios entiers sur une musique, quoi. Je me dis, cette musique-là me fait penser, je la verrais bien dans telle sorte de scène-là, puis je me dis, je construis autour, et au final tu finis par en sortir un scénario en entier. Ça peut être vraiment top. C'est ça. Après, pour les odeurs et tout, c'est un peu plus chaud. Ouais, c'est plus compliqué. À propos de la musique, il faut que ce soit un consensus autour de la table, parce que moi j'avais vu des discussions sur les forums, par exemple, et il y avait des personnes qui expliquaient que la musique, ça leur sortait par les oreilles, et qu'il leur fallait absolument pas de musique pour jouer, sinon ça cassait l'ambiance. Il y en a d'autres qui vont vouloir ça en fond de partie seulement, d'autres personnes qui vont au contraire s'attacher beaucoup à ça. Ça dépend vraiment des personnes, je pense, la musique. Ça me fait penser, moi, mes joueurs me disent toujours que je la mets trop fort, donc. Ouais, ça c'est un des pièges, ouais. Faut vraiment que l'accessoire, accompagne, mais dès que l'accessoire devient une gêne pour le jeu, faut passer outre, faut baisser le son. Après, ça peut être une Madeleine de Proust. Quand je fais une partie de DD avec mes vieux copains qui sont vieux comme moi et avec qui on joue depuis hyper longtemps, c'est toujours la même musique qu'on met, c'est Conan le Barbare. Ah bah oui, Conan. Elle est derrière, on la met tout de suite, on se dit ah ça y est, on est dans l'ambiance. Ça fait partie de tout le décor avec les bières et les machins, quoi. On va poser chacun sort sa petite bouteille de bière, chacun sort sa poignée de dés, et puis il y a Conan en fond musical, alors qu'on met plus ou moins fort suivant le maître de jeu. Il va s'en servir quand il y a un combat, il va monter le son d'un coup, puis après il va le baisser quand il y a une partie où voir la couper mais c'est toujours la même musique parce que ça sert un peu de repère entre nous. Bah, ça peut être un peu un aspect rituel, une sorte d'habitude, tu vois. Voilà. Les humains, ils sont faits comme ça, quoi. En vrai, ça trigger un truc, quoi. T'es en mode, là, on commence à jouer. C'est une sorte d'appel aux armes. Ouais, ça me fait penser d'ailleurs à un petit conseil que j'aime bien. J'y pense pas souvent à le faire. Mais quand vous avez une campagne, vous savez, vous allez jouer sur un long moment, en fait. J'aime bien choisir une musique que je mets en générique, un petit peu comme une série au début de chaque partie, en fait. Ah ouais. Et ça permet de se lancer plus facilement dans la partie. Et aussi, une fois que la campagne est terminée, quand les joueurs la réécoutent, ils vont se dire « Oh putain, ça me rappelle de bons souvenirs, ça les met dans l'ambiance. » Moi, je sais que c'était certains de mes MJ qui l'ont fait, et ça marche des fois, bien, quand j'ai envie de me sortir de bons souvenirs, je les réécoute et il y a tout qui revient d'un coup. C'est super. Il y a deux choses là sur la musique. Vite fait, en fait, une anecdote. Il y a un moment, je fais une campagne sur Witcher. Il y a un moment, les joueurs sont en train de traquer depuis plusieurs années en fait un vampire supérieur. Et quand ils approchent de ce personnage, je leur mets tout le temps la musique de Dracula de Francis Ford Coppola derrière. Donc je la sors pas souvent cette musique, mais dès qu'ils entendent les premières notes, en fait, c'est un peu comme si leur sixième sens ou leur vigilance se réveillait autour de la table. Ils se rendent compte qu'ils arrivent à un moment du jeu où ils sont plus très loin de ce personnage-là. Et du coup, la musique devient un facteur de stress et de peur en même temps qu'un accessoire utile pour les joueurs. Et pour les odeurs, il y a un de mes très bons amis qui est MJ qui a fait un James Bond avec des parfums. En fait, c'est un one-shot, et du coup, il a fait sentir autour de la table plusieurs fois des parfums différents, et à la fin de l'intrigue, ils ont retrouvé le principal méchant. Mais comment ils l'ont retrouvé? Olfactivement parlant. Donc là, le MJ, il a ressorti une bouteille de parfum et il a dit « le méchant, c'est lui ». Et là, faut se souvenir en fait à quoi correspondait ce parfum, parce qu'ils avaient croisé avant tous des PNJ avec un parfum différent. Voilà, c'est une méthode un peu élégante d'utiliser le parfum, en plus de la cuisine, bien souvent.
hein, parce que quand on mange un ragoût de bœuf, quand on joue à Warhammer, c'est vachement cool. Le truc avec les musiques, les thèmes qui correspondent à des personnages et tout pour les identifier, tu sais, ça fait trop penser aux comédies musicales où genre chaque personnage il a sa chanson, tu sais. Et des fois, quand ils sont tous dans la même scène, ça fait un mash-up, tu sais. Faudrait faire un jeu de rôle comédie musicale, tu vois, t'as que le droit de chanter. Ce serait marrant. Il y a un Discord pour ça, on peut essayer. Hein. Hier, on a fait un truc marrant, hors sujet, je sais pas si je laisserai ça dans le truc. On a fait un truc marrant, on a fait une partie à l'improviste où au lieu de jeter des dés, on disait que pour réaliser les actions, il fallait trouver un gif qui correspond bien à l'action qu'on faisait. C'est pour ça que vous avez spammé la conversation. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe genre... Un autre truc auquel ça m'a fait penser, les carnets et tout, c'est un peu ce truc de... Parfois, je pense, et c'est arrivé à tout le monde, en tant que MJ, on aurait envie que nos joueurs ils s'investissent plus. Parce que souvent, le MJ, il investit plus d'argent, souvent, parce qu'il achète des livres et tout. Et puis des fois, il peut avoir cette impression un peu d'être au service des autres. Et c'est des situations qui arrivent. Et je pense le truc du carnet, tu sais, où tu dis à tes joueurs, bah, c'est vous qui allez amener vos carnets, etc. Symboliquement, il y a un truc, quoi. De demander aux autres de participer à la création de la partie. Ça peut être en jeu quand on fait des jeux avec de la narration un peu partagée, ou alors en jeu quand on demande un background et on l'utilise vraiment bien, et on construit des choses au-dessus. Mais ça peut aussi être ça, tu vois, juste de dire, bah toi tu pourrais dessiner les personnages de tout le monde, tu vois. Et d'un seul coup, bah il est avec toi dans la construction de la partie, ça l'implique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ça sort un peu d'objet 3D, mais ouais, c'est quelque chose que je conseille, que j'adore faire avec mes joueurs, c'est... je leur décris un peu l'univers en fait, et donc je leur demande ensuite dans leur historique, dans leur background, de remplir une zone d'ombre de cet univers en fait, et plus tard dans la campagne, bah, je reviens dedans et en fait je fais une sorte de petit scénario autour de cette zone d'ombre que le joueur a créé en fait, et ça permet je trouve, de bien impliquer les joueurs là-dedans et de les récompenser d'une certaine façon. Mais ce qui est pas mal avec le carnet et les objets 3D comme ça, c'est que t'as des joueurs, tu vois, ils sont pas hyper bons, tu vois, pour créer des backgrounds. Et donc du coup, ils te donnent pas grand chose et tu sais pas si, tu vois, c'est difficile. Ouais, Genre t'as peut-être un joueur, genre il dessine trop bien, tu vois, et il va se trouver ça trop cool qu'il ait à dessiner pour la partie, tu vois. Ça va ajouter un truc qu'il aime bien, quoi. Je sais pas si vous avez eu ça. Enfin, Bah, c'est comme moi quelque chose que je conseille quand vous êtes MJ, vraiment la première chose que j'essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui va plaire le plus à chaque joueur en fait. Et ensuite, d'apporter un peu de ça, genre en fait, de pousser le scénario dans les directions qu'ils vont apprécier chacun leur tour en fait. Moi par exemple, j'ai un joueur, ce qu'il aime quand il joue, c'est être puissant, être riche, ce genre de choses en fait. Donc je vais essayer, en parallèle du scénario, bah, de lui donner de quoi se construire son commerce, ses relations, son réseau, etc. je croyais que t'allais le payer pour qu'il vienne. Non, généralement, ça, il est assez généreux, il ramène pas mal de trucs à manger à table, donc je le remercie. Et vous, Jean-Marc et Waza, vous avez eu des trucs un peu comme ça? Oui. Alors moi, je vais avoir quelque chose qui va arriver bientôt, puisqu'on va démarrer une campagne et le maître de jeu nous a demandé nos adresses pour nous envoyer quelque chose. On ne sait même pas ce que c'est, donc on ne sait pas si on va recevoir une figurine, notre personnage sur un parchemin, ou on ne sait pas ce que c'est, mais on va tous recevoir quelque chose. Donc déjà, ça fait du teaser, on se pose des questions, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, c'est la surprise. Donc ça, c'est intéressant. Après, je ne sais pas si, on n'en a pas encore parlé, mais suivant les joueurs, on peut adapter des choses un peu différentes, notamment avec les enfants. Moi, je fais des parties avec mes enfants et les objets 3D, c'est beaucoup utilisé. Alors, par exemple, on utilise beaucoup, c'est les Playmobil en guise de figurines. Ouais, je fais pareil. Ah bah moi, les Lego, genre combien de fois j'ai fait de campagne D&D avec des grosses plaques Lego et des petits tokens comme ça que vous pouvez déplacer. C'est super pratique, ça s'adapte très facilement et si vous en avez, n'hésitez pas, quoi. Avec les enfants, c'est très bien d'utiliser des jouets de différents supports parce que déjà, ils ont du mal à rester concentrés aussi longtemps que nous et pas hésiter non plus à sortir de la pièce et d'aller faire d'autres choses. Je sais que nous, on sort souvent de l'ambiance du scénario et puis on se met à construire une maison Playmobil parce qu'ils sont arrivés dans une auberge. Et bah à ce moment-là, hop, ça y est, ils ont envie d'installer l'auberge, d'installer les petits tabourets, d'installer tous les personnages. Donc ça crée peut-être une cassure, mais ça leur plaît et ils aiment bien. Une autre chose que j'avais vue, c'était les proposer aux enfants. Alors ça, c'était dans une autre table ronde du bon MJ justement. Ils proposaient de dessiner quand les personnages lançaient des sorts. C'était les enfants, bah, ils dessinaient le sort qu'ils voulaient lancer. Donc ça, je trouvais ça assez super.
Je vais l'utiliser avec mes enfants parce que ça, c'est un bon support. Ce qu'on avait utilisé aussi pas mal avec les enfants, c'était de mimer les scènes. Ils ont du mal à rester assis autour d'une table, donc le fait de mimer une action après, que ce soit s'approcher discrètement d'un garde, comment tu vas l'approcher, je fais le garde, hop, je m'installe à un endroit, et puis c'est l'enfant qui doit s'approcher. Alors ça, est-ce qu'on peut le faire avec des adultes? Pourquoi pas, hein. Oui. Ça peut être intéressant. Et ça, c'est plus de la mise en scène 3D que des objets 3D peut-être. Ce qu'on avait fait pour un week-end aussi de jeu de rôle où on mixait des tables et on avait plusieurs maîtres de jeu, c'est qu'on avait installé une salle d'escape game à la cave. Et pendant la partie, quand les joueurs arrivaient à un endroit du scénario, bah, hop, ils descendaient et puis enlevaient les cadenas et tout ça. Et donc, on avait installé une salle d'escape game. Jean-Marc, il est parti en flashback là. Il est en mode tous ces souvenirs. Non, mais c'est trop bien. Il y a plein de trucs. C'est intéressant ce qu'il dit parce que finalement, tu as raison, Jean-Marc, la 3D, enfin, les accessoires poussent les gens à saisir, à prendre, à sentir, à retourner les objets. Et finalement, on peut très vite se lever de table et utiliser un accessoire à côté ou chercher dans un accessoire ou dans une autre pièce. Et je pense que ça en fait partie. La maison en elle-même est un accessoire finalement, ou ta cave. C'est voilà, si tu caches des choses entre les pierres de ta cave voûtée, parchemin ou des indices, ou tu mets de l'encre fluorescente, par exemple. Et puis clairement aussi, les accessoires, pour moi, un des plus gros avantages, c'est tout simplement que c'est une des meilleures passerelles pour les gens qui seraient pas allés vers le jeu de rôle à la base. C'est-à-dire que c'est quand même assez particulier d'expliquer ce que c'est un jeu de rôle. Déjà, franchement, c'est toujours compliqué. Tant que t'en as pas fait, tu comprends pas trop. C'est un truc très intellectuel quand même, tu vois. Et le fait d'amener des objets et tout, ça, les gens d'un seul coup, ils trouvent des repères qu'ils ont dans d'autres jeux, etc. Genre, là, ils se disent ah là c'est un peu une chasse au trésor et tout. Pour des gens plus visuels, je sais pas, peut-être des gens aussi qui ont un moins grand répertoire d'images, tu vois, parce qu'ils regardent pas en boucle des films. Bon, aujourd'hui, on est dans une société de divertissement, donc ça va. La plupart des gens, ils ont quand même beaucoup de références comme ça pour s'imaginer les situations. Mais ça permet d'accrocher des gens qui partagent pas la même culture visuelle imaginaire, quoi, clairement. Oui. Il y a aussi la dangerosité des accessoires. C'est-à-dire que voilà, je parlais du katana tout à l'heure, si un des joueurs s'amuse avec, il peut se couper. Mais ça peut être tout simplement aussi des réactions chimiques. C'est toujours intéressant de mettre des éprouvettes et puis il y a des MJ qui peuvent faire des réactions chimiques toutes bêtes en fait, qui sont pas spécialement dangereuses. Mais attention aux projections, attention dès qu'il y a du feu et des bougies par exemple. C'est con, mais une bougie qui tombe, ça peut vite devenir le bazar en fait. Ouais, faut trouver la limite, genre. C'est sûr, ouais. Faut éviter de faire genre. Et là, maintenant, il y a un incendie, vous devez fuir. Ouais. Ah, mais j'utilise un accessoire, moi c'est la télé en fait. La télé, je sers de ma télé comme battle map avec une plaque de plexi dessus, comme ça je peux dessiner par-dessus la battle map. Et c'est vrai que j'ai toujours la hantise de voir un verre de coca tomber sur l'écran. Parce que là, à mon avis, là, Oh là là. moi j'ai le différentiel qui va faire le boulot derrière, donc le danger il est écarté, mais en réalité, ouais, faut faire attention avec les objets 3D. Ouais, dans ces situations-là, ça risque de se transformer en combat 3D, quoi. Genre, qu'est-ce que t'as En foutu vrai. Où est l'extincteur? Et là, il faut du player skill. Ah si, ça peut être une limite, quand même. C'est juste le player skill, tu sais, peut-être que... Comme tu disais, je crois qu'on en a déjà parlé, ou par exemple, à partir du moment où tu mets une énigme qui sort, par exemple. Si un personnage en soi est pas intelligent, mais que le joueur l'est, est-ce qu'il a le droit de participer à l'énigme, quoi? Alors, en fait, c'est un contrat avec le MJ, je pense. Hein. Le MJ, il autorise directement tout le monde à y aller, ou il dit, bah non, là, désolé, techniquement, cet accessoire, c'est lui. Et voilà, les autres, désolé. Passez votre chemin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de faire le petit conseil final? Bah, je crois qu'il ne faut pas hésiter à sortir des règles pour utiliser des objets 3D. Hein. Comme on le disait, le voleur, il a son jet de perception pour trouver les pièges, mais si on utilise un objet 3D, on pose un coffre sur la table et on dit, bah voilà, c'est le coffre, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'approches, voilà, est-ce qu'il va toucher les poignets, est-ce qu'il va regarder dessous, est-ce qu'il va le soulever, est-ce qu'il va le bouger? C'est pas la même chose que dire, bah je lance un dé pour voir les pièges. Là, ça va être vraiment le joueur qui va chercher les pièges, qui va regarder tout autour du coffre. Et là, on sort des règles justement, puisque dans certains jeux, les règles, c'est fais un jet de dés pour trouver les pièges, que je trouve un petit peu rapide, parce que ça enlève tout un côté, surtout si on prévoit un coffre avec un piège très spécifique, bah, s'il le trouve juste avec un jet de dés, c'est dommage.
Mm. Ouais, pour l'infiltration, tu pourrais faire un 1, 2, 3 soleil, tu vois. Ouais. Ouais. Je viens d'avoir cette idée, tu sais, tu mets le coffre, mais toi tu restes à côté du coffre et tu fais un 2, 3 soleil. Le truc qui part en délire total, c'est t'as les flics qui viennent chez toi, ils emmènent tes enfants, ils font vous êtes complètement fous. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir des enfants hein, en entendant tous les témoignages de. Ouais, pareil, la table ronde sur jouer avec des enfants, je me dis, bon, j'en ai pas, ça m'intéressera pas, et je l'ai écouté quand même. Et au final, j'ai trouvé vachement bien en fait. Genre, Ça va il être y a des plein enfants d'idées, plein de joueurs. choses super. Ouais. De les initier très petits et tout de suite parce que si vous attendez trop, ils vont y aller eux-mêmes, ils vont jouer avec leurs copains, ils vont dire merci papa, mais c'est bon. Le- Mais s'il faut, j'ai mes copains, je les C'est emmène. horrible ce que tu dis, c'est vraiment genre. Sacrilège. Tu n'as pas besoin d'amis, papa est là, il a préparé des jeux, on va s'amuser. Il y en a certains qui sont très contents de découvrir le jeu de rôle et puis qui, en grandissant, disent bon bah c'est bon, maintenant tu m'as fait découvrir, mais maintenant j'ai mes copains. Salut. C'est bien normal. Voilà, c'est normal. Mais bah, il faut s'y préparer parce que On si sent vous que faites des Jean-Marc il a eu enfants un déchirement, ses enfants ils sont partis là. voilà, c'est pour ça que j'en ai beaucoup parce que comme ça je peux. Ok. Bon, bah pour terminer, c'est la coutume. Je vous propose de chacun proposer un petit conseil qui n'a pas forcément à voir avec le sujet de la table ronde. Vraiment un truc, un petit message, voilà. Une petite signature finalement. À commencer par. Bah, je propose qu'on fasse à l'envers pour boucler la boucle en commençant par Jean-Marc, puis Loïc, puis Wazamarubachi. Ya. Alors moi, un conseil qui est pas forcément avec le thème, moi j'en aurais un plutôt avec le thème, mais justement, c'est de partir quand même de l'essentiel, c'est-à-dire préparer le scénario et vraiment ce dont on a besoin, et peut-être passer aux accessoires au dernier moment, parce que ça aussi, ça m'est arrivé, c'est de préparer le scénario et pendant que je le préparais, de me focaliser sur les accessoires, une battle map ou de la musique ou des choses comme ça, et puis de pas finir le scénario. Et puis après, on arrive le jour où il faut le faire jouer, bah, j'ai pas tout préparé le scénario parce que j'ai perdu du temps avec les accessoires. Donc je pense qu'il faut se focaliser sur, voilà, sur l'essentiel et une fois que tout est bien, qu'on a le minimum pour jouer, le scénario, voilà, essayer de l'étoffer, que ce soit avec de la musique, avec, des objets, avec, parce que ça, on peut toujours en rajouter. Ils sont pas essentiels, ça fera que des choses en plus, mais, voilà, Ok. pas se disperser. Revoir ses priorités finalement. Ouais, je suis à peu près d'accord. Hein. Vraiment, toujours bosser le scénario à fond et ensuite passer aux accessoires. Je trouve que c'est le plus important. Du coup, Loïc, est-ce que tu as un petit conseil? Moi, ça va être un peu dans la continuité de la 3D, je dirais genre, jouer debout, essayer de jouer le côté un peu théâtre aussi. C'est pas qu'un style de jeu qui va plaire à tous les MJ, mais je sais que je préférerais toujours par exemple un MJ qui est debout derrière sa table, qui fait des gestes vraiment qui occupe l'espace, quoi, plutôt qu'un MJ qui est un peu caché derrière son écran. Et surtout, ça permet, ça rend la partie déjà plus vivante, ça permet de mieux incarner les différents personnages et de garder, on va dire, les joueurs dans la partie, quoi. Par exemple, pour les combats, plutôt que de dire bon, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire, donc là le joueur réfléchit, etc. Bah moi je vais dire tiens, c'est à toi, ok, qu'est-ce que tu fais, t'as 5 secondes, 5, 4, 3, 2, etc. Donc le joueur est un peu paniqué, réfléchit, il sort son action et puis tu passes, t'alternes entre les joueurs comme ça, et de cette façon toujours les garder dans l'action, quoi. Et pour donner une anecdote en rapport avec ça, je me rappelle, il y avait un moment, genre c'était dans la campagne que j'ai fait l'année dernière, où un PNJ, une sorte d'hérétique un peu, faisait un discours complètement fou sur une place, et plutôt que de lire le discours directement dans la partie, je l'ai appris en avance, et au moment de le jouer, genre je me suis levé, j'avais pris une posture comme ça, un peu démentielle, quoi, et je l'avais sorti presque en criant, quoi, mais ça avait eu un effet absolument génial, quoi, et je pense que ça a fait une scène assez mémorable pour les joueurs. Donc vraiment, essayez si possible de vous déplacer, de jouer avec votre espace quand vous êtes en MJ. Les joueurs aussi, ça peut être intéressant, même si ça peut être un peu plus compliqué s'il y a beaucoup de joueurs à table, parce que bon, si tout le monde se met à se lever par-ci par-là, ça peut rapidement devenir un bordel, quoi. Mais surtout, ouais, vraiment, le MJ, imposez-vous, quoi. C'est un peu le show don't tell. Tu vois, Ouais, tu montres aux joueurs, voilà, moi je suis investi et ça les motive à s'investir, quoi. Il faut. ouais, ça va les motiver aussi, quoi. Ils vont dire, ok, ouais, si le MJ il veut jouer comme ça, peut-être que moi aussi je peux jouer comme ça, quoi. Envoyer un peu d'énergie. Ok. Waza Marubashi.
pour terminer. Ouais, alors moi j'ai un petit conseil pour les MJ débutants. Je vais m'éloigner un petit peu du thème qui est de l'accessoire en fait. C'est peut-être un conseil qui a déjà été donné, mais quelque chose de vital quand on commence à masteriser la première fois. C'est un peu comme conduire la première fois. Il faut penser à plein de choses, les règles, regarder sur le côté, gérer les joueurs, les fiches. Enfin, il y a tellement de choses à faire la première fois qu'on est toujours en stress en fait de planter. J'ai remarqué que lorsqu'on masterisait la première fois, c'était toujours utile de le faire avec des gens qu'on connaissait bien. Donc des gens, des amis, peut-être d'autres rôlistes qu'on a rencontrés sur d'autres tables de jeu avec qui on s'accorde humainement. Et ça retire déjà un énorme stress en moins. C'est-à-dire qu'au-delà du scénario, des règles et de toute l'improvisation qui va arriver, le fait de jouer avec des gens qu'on connaît, eh ben, ça enlève du stress. Et puis, si on les connaît vraiment bien, on peut même parier sur un retour plutôt bienveillant de la part de ces gens-là, puisqu'ils vont comprendre le fait que vous masterisez la première fois. Et si c'est déjà des joueurs et qu'en plus, parmi eux, il y a des MJ, eh ben, vous allez être dans une petite zone de confort, en fait. Vous savez qu'en face, bah, vous allez avoir des retours, vous n'allez pas être forcément jugé et vous serez moins gêné à les faire jouer parce que vous les connaissez déjà, en fait. Voilà, ça c'était mon conseil. Lancez-vous avec des gens que vous connaissez déjà. Ouais, et d'ailleurs, je dirais même que pour avoir eu cette impression, il faut pas. Ça peut être un peu difficile de dire à des gens, ça vous dit d'essayer le jeu de rôle parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est déjà. Et en plus, il y a un truc un peu intime de dire, bah, on va jouer dans tel univers imaginaire que j'adore et tout. Tu vois, c'est peut-être pas les trucs que vous partagez avec vos amis finalement. C'est peut-être un hobby un peu perso. Et ben, il faut pas avoir cet a priori que les gens ils vont trouver ça naze. Genre en vrai, si vous leur vendez bien le truc, ils vont essayer et puis ça va marcher. Et puis si vraiment vous avez, je sais pas, que vous êtes un peu isolé, que vous avez vraiment personne avec qui jouer, ce que je ne crois pas. Souvent on imagine ça, mais, Ouais, mais c'est juste qu'on n'ose pas en parler. Mais vraiment, si vous voulez essayer avec des gens qui font déjà du jeu de rôle, etc., bah moi je trouve que c'est un bon move d'aller plutôt. Enfin, c'est perso, hein. Il y a des gens qui, je pense qu'il y a des gens qui vont venir m'engueuler, notamment les gens qui s'occupent de ce genre de site. Mais plutôt que d'aller s'inscrire sur des parties un peu au pif sur des forums avec des gens que vous connaissez pas, essayez de trouver des trucs qui sont un peu plus communautaires, commencez à discuter avec les gens et au bout d'un moment proposer quelque chose aux gens avec qui vous avez déjà apprécié discuter en dehors du jeu de rôle, parce qu'en fait c'est une expérience ultra sociale, c'est une discussion, là où si je joue aux échecs, c'est pas trop grave si j'aime bien ou pas le mec d'en face. On a terminé cette table ronde qui était vraiment cool. Malheureusement, nous sommes en période de Covid. Oui, c'est un peu le problème, quoi. C'est sûr que pour les accessoires 3D, tout ça... Mais ce que vous pouvez faire là dès maintenant, c'est être à l'affût des brocantes et tout, comme ça quand tout réouvre, vous invitez vos amis, vous faites « Mais attendez, je ne vous ai pas tout dit. » Et vous avez une pièce. Jean-Marc, je compte sur toi, je veux une couronne la prochaine fois. Je vais pas citer la couronne. Ah bah, j'ai une anecdote sur la couronne, justement. C'est que j'en avais fabriqué une pour un week-end jeu de rôle et que en partant, je l'ai oublié. Voilà. Donc, je me suis aperçu sur l'autoroute, j'avais oublié la couronne à la maison. C'est La fameuse couronne de Jean-Marc. Du roi Jean-Marc. J'ai demandé à ma femme d'envoyer une photo et je leur ai montré la photo. Voilà. Vous auriez pu avoir cette couronne-là, mais vous aurez juste la photo. Bah du coup, on va se dire au revoir. Si cette table ronde vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, aussi à partager vos trucs, parce que je pense que, en particulier sur ce sujet, il y a plein d'anecdotes et de machins. Ah, vas-y, essaye de faire ça et tout. Je pense que ça peut être intéressant. Si vous voulez participer à des tables rondes comme celle-là, bah, vous pouvez rejoindre le Discord. Vous trouverez le lien dans la description et en commentaire. Tous les gens sont sympas et tout, vous allez voir, c'est incroyable. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous soutenir et aussi à aller sur notre site si vous êtes un maître de jeu débutant. Maintenant, on a 2 guides à télécharger, donc vous pouvez aller jeter un œil. Jean-Marc, Loïc, Waza, j'espère que la table ronde s'est bien passée. C'était bien. Juste en par rapport avec une dernière chose avec les gens, il y a un très bon groupe sur Facebook qui s'appelle Fais-le toi-même French DM Crafting. Ouais, DM Crafting. C'est plein de gens qui partagent ce qu'ils créent en fait et ils sont super ouverts quoi. Si vous avez des questions à leur poser, je pense qu'il y aura des tonnes de personnes qui seront ravies de vous répondre, sur ces points-là. Ils sont très réactifs, oui. Ouais, même en anglophone, il y a des tonnes de trucs. Le mot-clé à chercher, je pense, c'est un peu DIY, DIY, DM, GM, ou alors
Je crois qu'il y a aussi une chaîne YouTube, je sais plus, c'est quelqu'un sur le Discord qui parlait du fait qu'il avait une chaîne Dungeon Craft Ah oui, c'était JDR Pratique. Oui. JDR Pratique. Enfin voilà, il y a des gens comme ça qui font des tutos et tout pour fabriquer des trucs, des mecs fans de miniatures et tout, donc vous devriez trouver votre bonheur. Entre les écrans en bois qui se déplient avec des petites boîtes partout, ou les tours AD qui sont assez improbables, magnifiques en général. Ça, c'est des choses, à chaque fois, je like, je trouve ça super, et je sais que j'en achèterai jamais parce que c'est c'est vraiment accessoire et je l'utiliserai pas si j'achète ça, donc je le sais. C'est bien de le reconnaître à un moment donné. Bon, on va arrêter parce que je sens que ça va repartir en conversation, on continuera entre nous. Je vous dis du coup à très bientôt sur le bon MJ, merci d'avoir écouté jusqu'ici, et puis au revoir. Au revoir. Bye.